C'est comme ça. Ça peut être long. Je lui disais tout à l'heure que ça peut être long. Il me demandait est-ce que je vais m'asseoir. J'ai dit bon, je suis apprenti enseignant. Donc rester debout 1 heure ne me posera pas problème sans doute, je pense. Hein? Et j'ai l'honneur d'avoir les doyens aussi autour de moi. Ça veut dire aussi que je n'ai pas à être long, puisque sans doute ils viendront pour compléter les peu de choses que je vais évoquer dans cette thématique. Et je pouvais peut-être me résumer en disant simplement, en répétant un tout petit peu ce qui a été déjà dit, en analysant certaines choses, peut-être en donnant mon point de vue personnel par rapport à certaines questions et certaines interpellations, et laisser les doyens conclure, et ça fera de cela une très belle journée. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de l'ARD, Monsieur le représentant du parrain, Monsieur le Président d'honneur de l'Association des étudiants ressortissants de Diofior à Thiès, chers invités, en vos rangs, titres et qualités, chers étudiants, Mesdames, Messieurs. Alors c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui avec vous et de partager ce moment d'échange, d'accompagnement, afin simplement de pouvoir poursuivre le chemin que nous avons entrepris, que vous avez entrepris, dans ce chemin d'excellence, de formation, pour avoir un objectif à la fin de cette formation-là, d'être armé de compétences, d'être armé de savoir-faire, pour pouvoir soit travailler pour faire rayonner l'économie que nous partageons, l'économie du Sénégal et de l'Afrique, soit entreprendre par vous-même et pouvoir continuer à travailler dans ce sens-là. Alors, la thématique qui m'a été proposée, les facteurs limitant l'employabilité des jeunes Sénégalais. C'est un thème assez vaste sur lequel nous devons aussi travailler tous ensemble. Sans doute, je vais avoir un point de vue introductif, reprendre quelques éléments que vous avez et en partageant ces éléments-là en 3 thématiques. D'abord, je vais parler de l'environnement de cet emploi, après avoir défini, en tout cas selon moi, ce qu'est l'employabilité des jeunes. Aussi parler de l'environnement. L'environnement socio-économique, l'environnement de marché que nous vivons, mais aussi parler des jeunes. Parce qu'il y a sans doute des facteurs qui sont limitants ou des facteurs qui accélèrent, qui viennent de l'environnement, que ce soit ce que l'État fait, que ce soit ce que l'école fait, etc. Mais il y a aussi des facteurs qui dépendent de nous. Donc, on ne doit pas rejeter toute la faute aux autres, sans oublier aussi ce que nous sommes dans ce secteur-là, comment nous pouvons améliorer les choses. Donc, en deuxième partie, je viendrai sur ça. Et en troisième partie, j'aimerais aborder avec vous aussi la question de l'entrepreneuriat, pour ne pas simplement être là à attendre un travail de l'autre, même si parfois nous sommes formés pour attendre un boulot, ce n'est pas toujours le cas. Si nous serons, par exemple, en Afrique, 100 millions à entrer dans le marché du travail à l'horizon 2030, est-ce que nous devons être tous 100 millions d'employés? Il faudra sans doute chez nous des entrepreneurs, donc voilà, des talents, etc. Alors, si je viens simplement aux facteurs environnementaux, d'abord le marché. Le marché définit un tout petit peu notre position par rapport à ce marché-là. Parce que je le dis souvent aux étudiants, parfois nous nous levons, nous partons dans le marché, on dit il n'y a pas de boulot. Et les entrepreneurs disent il n'y a pas de travailleurs. C'est un peu contradictoire. Quand certains disent on n'a pas de travail et d'autres disent je ne vois pas qui emploie. Donc il y a un problème. Est-ce qu'on a tout à fait adapté la formation et le marché? Ça c'est une question. Mais parfois cela existe, mais est-ce que nous avons choisi quelque chose qui est adapté? Souvent je le dis aux lycéens parce que nous avons l'habitude de rencontrer des lycéens qui arrivent en disant ok, j'ai fait telle formation, maintenant j'ai eu mon bac, telle série, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Ils disent bah, en fait je ne sais pas. Très sincèrement, 90% de ceux que nous recevons, en tout cas chez nous à Subdeco, ils arrivent en disant je ne sais pas. On m'a dit que ça c'est une bonne école, comme vous citez encore de très bonnes écoles depuis tout à l'heure.
Après tout, je suis venu juste savoir qu'est-ce que vous pouvez me proposer parce que je veux faire peut-être comme mon papa. Voilà, je veux être ingénieur. Voilà, dans quoi, je ne sais pas. Je veux être avocat ou avocate. Je veux être dans la médecine. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire très particulièrement? Parfois, ils arrivent jusqu'à Subdeco, ils nous demandent, je veux être médecin. Alors que nous n'avons même pas de formation en médecine. Ça veut dire simplement à quel point les gens ne s'interrogent pas. Je le dis souvent aux élèves, moi, quand je dois choisir, je pars sur 3 facteurs. Est-ce que ce que j'envisage de faire est quelque chose qui me passionne? Parce que ça ne sert à rien d'aller faire quelque chose que vous n'aimez pas. Parce que la carrière va représenter quoi? Peut-être 40 ans de votre vie. Après peut-être 20 ans de formation, vous avez 40 ans de votre vie avant d'aller à la retraite. Si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, ben c'est très compliqué. Vous allez enchaîner les cafés pour pouvoir être un tout petit peu informé et aller faire votre boulot. Deuxième chose, deuxième facteur aussi, c'est est-ce que ce que vous faites est vraiment demandé? Parce que si vous êtes bien formé avec les intitulés que nous avons aujourd'hui, je suis tant, je suis tant, et après tout, vous ne pouvez pas faire grand-chose. C'est compliqué. Est-ce que le métier que vous avez choisi, même si ça vous plaît, est-ce qu'il y a des opportunités? C'est une question aussi à laquelle il faut se poser. D'accord? Est-ce que aussi, la troisième question qu'il faut se poser, est-ce que j'ai la possibilité de le faire? Les compétences, les prérequis. Je veux devenir ingénieur en informatique, est-ce que j'ai les prérequis? Je veux devenir mathématicien, est-ce que j'ai les prérequis? Je veux devenir sociologue, est-ce que j'ai les prérequis? Donc, c'est 3 éléments sur lesquels il faut d'abord poser son choix. Quand on a l'environnement de manière générale, beaucoup, c'est d'abord les institutions. Ça peut être l'État. Aujourd'hui, nous avons peut-être la chance, on va voir dans les années à venir, que l'État s'est orienté vers la réindustrialisation. On va industrialiser le pays. Parce qu'aujourd'hui, en industrialisant le pays, on crée de l'emploi. Vraiment de l'emploi pour nos jeunes ingénieurs, pour les techniciens supérieurs, ainsi que tous les autres métiers. Surtout secteur primaire, secteur secondaire, où on a beaucoup de choses. Un pays pas industrialisé, il va simplement importer énormément de ressources et prendre simplement les ressources minières, les matières premières et les exporter. Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Quand nous puisons l'or de chez nous, bientôt, quand on va aussi puiser le pétrole de chez nous, on va l'envoyer dans un autre pays, il sera transformé, va créer de l'emploi là-bas, puis va revenir à notre niveau, on va aller l'acheter. C'est ce qui se passe dans beaucoup de secteurs. Les secteurs miniers, aujourd'hui, même l'engrais, généralement, une bonne partie part à l'extérieur, puis nous revient. Il y a une partie qui commence à être transformée au Sénégal. Quand on prend tous les secteurs miniers, l'or, le fer et autres, quasiment, pour construire même, on ne prend pas le fer local, on prend toujours le fer importé parce que voilà, c'est des questions qu'il faut jusqu'au poisson. Aujourd'hui, on va aller chercher le thon qui a été pêché chez nous, puis envoyé à l'étranger, d'autres travaillent dessus, mis dans des pots, puis il revient, puis nous on rachète. Et tout ce parcours-là que ça va faire, ça va être des métiers qui vont nous échapper. Et derrière, nous, on va se dire simplement, on n'a pas de métier. Donc l'industrialisation est quelque chose qui est important. Quand la Chine a décollé, souvent qu'est-ce qu'on disait? Ok, bon, ils vont nous faire des frigos, des ventilateurs à bas prix, on va en profiter. Pendant ce temps, nous allons faire peut-être les Occidentaux. Hein. Pendant ce temps, nous allons faire les ordinateurs, nous allons faire la haute technologie, etc. Bon, laissons-les faire des produits accessibles à nous tous. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La Chine ne s'est pas arrêtée au ventilo et au frigo. Il est parti un peu partout pour développer sa technologie. Et ce qu'il fait de mieux, c'est qu'il prend sa jeunesse, il l'envoie dans ces pays-là pour pouvoir découvrir cette technologie. Il n'attend pas qu'on fasse le transfert de technologie. Il va chercher cette technologie, revient, investit dans son pays, dans l'industrialisation, dans l'agriculture et autres, pour pouvoir
continuer ces choses-là. Mais ils ne font pas comme nous. La première fois que j'étais parti en Chine, j'étais d'abord étonné par le fait qu'ils fassent tous ensemble. Même les spaghettis qu'ils mangent, vous arrivez, ils font science tenante les spaghettis devant vous. Ils prennent la farine, ils le modèlent, ils le transforment en tige, ils le cuisinent et vous le mangez sans pour autant que ça fasse des kilomètres. Nous, on a l'habitude, les spaghettis que nous achetons, d'aller les chercher en Europe ou autre. C'est compliqué. Alors qu'eux, ils ont refusé ça. Ils ont dit, on va le faire ici. Donc, ça, nous devons transformer ce pays-là et consommer ce que nous produisons. Pas seulement la consommation de nourriture, mais aussi tout ce que nous produisons. Que ce soit les téléphones que nous avons, que ce soit les stylos que nous avons, même les cure-dents que nous utilisons. Mais aujourd'hui, on préfère couper le bois, l'envoyer quelque part, on nous fait des cure-dents pour qu'ils reviennent, pour qu'on l'utilise. C'est compliqué. Comment on va aller dans ce sens-là? Donc l'industrialisation est d'abord un premier facteur. Quand on vient aussi, la question de la formation, vous le dites, à juste titre, on a besoin de pouvoir revoir en tout cas les formations que nous faisons. C'est vraiment compris pour beaucoup de gens, mais aussi ça reste aujourd'hui qui n'est pas généralisé. Les chiffres que nous avons au niveau des objectifs du ministère, c'est que après le brevet, que 30% des élèves aillent en formation professionnelle, donc vers un métier. Aujourd'hui, on est peut-être à 1-2%. Et ça fait longtemps qu'on dit cela, mais ça n'a pas bougé. Donc on continue sur une formation généralisée, avec une formation générale pour tout le monde, alors que les métiers ne sont pas aujourd'hui mis en avant. On ne fait pas de promotion de ces métiers-là pour permettre. La preuve à Diofior, le centre professionnel que nous avons, nous en faisons au centre des formations de seconde chance. Ceux qui ont échoué. Alors que ce n'est pas normal. Ça aurait été, ce qu'on devrait pouvoir choisir, c'est que ces centres-là soient des centres de choix. J'y vais pour me former, avoir un métier. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, ces centres professionnels forment des gens, des plombiers, des électriciens, des maçons, etc., qui à 20 ans ont un métier. Ils travaillent. Je ne veux pas dire qu'à 20 ans, vous arrêtez vos études. Pas du tout. C'est que vous avez un métier, mais vous continuez. Vous avez un bac technique, puis vous continuez en faisant votre métier, vous apprenez à la formation continue pour pouvoir améliorer, et vous pouvez continuer même jusqu'à être ingénieur. Et peut-être vous allez être ingénieur avant 30 ans. Et c'est quelque chose qui est vraiment important, sur lequel nous devons tous agir. Alors, en réorientant, en industrialisant le pays, il faut aussi réorienter les formations. Aujourd'hui, beaucoup de formations ne sont pas adaptées. Je le dis souvent pour taquiner mes amis sociologues, en disant, au Sénégal, quand j'ai des problèmes personnels, je vais souvent, dans ma famille, voir l'imam, etc., pour en discuter. Mais je ne vais pas chez le psychologue. On est d'accord? Il y en a qui le font. Alors que dans d'autres pays, c'est systématique. Vous avez des problèmes, vous allez vous inscrire en séance thérapeutique chez le psychologue. Il va vous donner des rendez-vous, discuter avec vous, vous accompagner, etc., pour que vous passiez ce stress, ces problématiques-là. Du coup, si au Sénégal, nous formons 1000 psychologues par jour, par an, c'est compliqué. Parce qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous pouvons nous dire peut-être, nous allons en former 100, 200, mais pas 1000. Mais aujourd'hui, on se dit, on se préoccupe de quoi? Comment on va caser les 70 000 nouveaux bacheliers que nous avons? D'accord? Quitte à envoyer 25 000 nouveaux bacheliers à l'université virtuelle du Sénégal, sachant que la moitié d'entre ces étudiants-là n'ont jamais utilisé l'outil informatique et n'ont jamais pratiqué l'enseignement à distance, et que la formation initiale que nous faisons n'est pas toujours suffisante pour leur permettre de pouvoir continuer dans ce sens-là. Et quand c'est vraiment compliqué, on a la pression de la rue, on va dire, on va envoyer 2000 supplémentaires en droit, 2000 étudiants supplémentaires en sociologie, 2000 étudiants supplémentaires en géographie, etc., etc. On va se dire, répartissons-les. Peu importe
sorte que les universités râlent en disant on dépasse nos capacités autres, ce n'est pas notre problème. Nous, notre problème, il ne faut pas qu'on s'expose à la rue, il faut simplement qu'on case tout le monde. Mais est-ce que, en casant tout le monde, nous calculons le taux d'échec? Est-ce que le pourcentage des étudiants, des nouveaux bacheliers qui ont leur licence au bout de 3 ans, ça nous intéresse? La fois dernière, j'étais à une conférence avec un inspecteur du travail qui disait autour de 5% les étudiants qui étaient partis à l'UVS et qui avaient leur licence en 3 ans. Donc ça veut dire que 95% ont dû redoubler quelque part. Pourquoi? Peut-être, c'est pas parce que leurs compétences techniques de base. Parfois, c'est parce que c'était pas peut-être adapté, ils ne s'étaient pas préparés à la formation à distance. Entre la connectivité, entre la maîtrise de l'outil informatique, entre le fait simplement que je suis élève, si personne ne me pousse derrière, je ne bouge pas. Donc c'est un problème. Il nous faut aller aussi vers la promotion des métiers du futur. Aujourd'hui, le métier de vos parents ne sera pas votre métier. Notre métier ne sera même pas le vôtre. Il faut le savoir. Le monde bouge, des métiers disparaissent, d'autres métiers apparaissent. C'est important que les responsables de nos écoles de formation, les responsables des structures étatiques puissent comprendre la dynamique que nous avons au niveau du monde. Accepter de pouvoir investir dans ce qui peut être parfois étrange, que personne n'en parle, une fausse bonne idée, une fausse mauvaise idée pour pousser les élèves dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous avons peut-être à l'horizon 2025 le pétrole et le gaz. Combien sommes-nous à être préparés à ce métier au niveau du Sénégal? Est-ce qu'on va attendre jusqu'à ce que ça arrive pour qu'on puisse ouvrir ces formations-là, ou pour qu'on puisse dire oh, vous qui êtes à l'étranger, venez nous voir, venez prendre ces métiers-là. Pendant ce temps, nos jeunes chômeurs vont aller se former. Il nous faut anticiper. Il y a eu des révolutions dans le monde. Peut-être la dernière, on va dire, il y a la révolution industrielle. Tous les pays qui n'avaient pas accepté de prendre le train en marche ont été dépassés. Les pays industrialisés ont poussé le truc. La révolution de l'Internet et du numérique. Tous ceux qui étaient en retard ont été dépassés. Nous avons une nouvelle révolution qui arrive, celui de l'intelligence artificielle. Les pays qui ne vont pas se préparer à cette intelligence artificielle, et même les jeunes qui ne vont pas se préparer à cette intelligence artificielle-là, seront vite dépassés. Parce qu'il y a des métiers sans doute qui vont disparaître, pas tous les métiers. L'homme ni l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'homme, c'est pas possible. Mais il va pouvoir, en tout cas, remplacer quelques métiers automatiques, d'accord, qu'on va tout de suite mettre de côté. La question du numérique, avec tous les avantages que ça a, entre les compétences très techniques et plutôt les compétences d'opportunité. Aujourd'hui, nous voyons des influenceurs qui, de nos générations ou des générations antérieures, allaient penser qu'être influenceur pouvait rapporter de l'argent. Non. C'est-à-dire, s'il y a 10 ans, je devais conseiller à quelqu'un de aller faire quelque chose, je ne lui parlerai jamais du métier d'influenceur. Alors qu'aujourd'hui, c'est un métier qui rapporte. Demain, il y a d'autres métiers qui vont naître dans les 5 années, on ne les connaît pas encore. Les structures étatiques et les structures de formation ont le devoir de veille pour pouvoir préparer la jeunesse vers ce qui les attend. Il y a plein d'instituts aujourd'hui qui doivent aussi être unifiés parce que les jeunes ne se retrouvent plus entre les structures qui accompagnent. Aujourd'hui, des structures, par exemple, comme le COSP, qui sont parfois absents de nos lycées, ou qui arrivent la veille des examens, ne s'occupent que des élèves stressés par l'examen. Pour leur dire, voici, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Ce n'est pas une compétence seulement technique. C'est quand même de se découvrir, de savoir qui il est.
Qu'est-ce qui est adapté à lui? Est-ce que je suis plus adapté à faire une formation longue, une formation courte? Je suis plus un homme de terrain qu'un homme de bureau? Qu'est-ce que je suis? Qui suis-je dans ce secteur-là? Qu'est-ce qui se décide? Ça, c'est quelque chose qu'il faut, à commencer par ça, mais à commencer aussi sur toutes les structures étatiques que nous avons. L'autre structure, ANPEJ et d'autres aussi, qui sont là, qui doivent pouvoir accompagner la jeunesse dans leur formation. Le 3FPT, parfois qui est technique, on finance, mais parfois, quelle est l'orientation que nous avons de ce financement-là? C'est des choses qu'il faut questionner. On ne peut pas mettre du budget quelque part en disant nous avons mis tant de pourcents, 40% de notre budget national dans la formation et l'éducation. Est-ce que ce pourcentage-là est efficace? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous leurrer en disant on a financé tant de milliards au lieu de savoir quel impact a ce financement-là sur les objectifs que nous avions? D'où ce que nous enseignons en tant que pédagogue, l'alignement pédagogique. On a des objectifs, on a des outils et on s'attend à des résultats. Est-ce que tout ça s'est aligné? Est-ce que les objectifs que nous avions visés avant, les moyens que nous avons mis, nous ont permis d'atteindre les résultats? Est-ce que nous faisons cette évaluation, le suivi et évaluation? Parfois non. Et ça, c'est problématique. Il faut, en fait, il y a cette réforme. L'école est bonne, on ne peut pas faire sans l'école. C'est important. Mais il faut réformer tout le temps l'école. Il faut qu'on travaille en conviction. Parce que le problème, c'est quoi? Quand je me dis, je suis enseignant parce que je cherche un métier, mais je ne suis pas enseignant de conviction. Il y a un problème, parce que je suis là juste pour passer le temps et après gagner mon salaire, mettre dans ma poche, etc. Ce n'est pas mon problème. L'impact que j'ai sur tel ou tel élève. Et aujourd'hui, nous avions tous vu ce prof qui nous a inspirés, qui nous a permis de nous dépasser pour aller vers quelque chose. Ou juste la personne qu'on a croisée dans un forum, dans une conférence, etc., qui nous a inspirés à vie. Mais, de la même manière, nous avons vu ce prof qui nous a fait dégoûter l'école ou la matière. Malheureusement, c'est mes parents, des mathématiciens, et les profs d'anglais. On est les deux, en tout cas, pour ceux d'entre nous qui n'ont pas cette conviction-là, les profs d'anglais et les profs de mathématiques, surtout sur le cycle collège, arrivé à la 4e ou quelque chose comme ça, parfois on peut dire, je suis dégoûté parce que le prof de maths que j'ai eu à telle période, ça va. J'ai arrêté l'anglais parce que le prof d'anglais que j'ai eu, rassurez-vous, les maths et l'anglais sont les porteurs du développement. Ce n'est pas parce que je suis mathématicien que je le dis. Je ne suis pas bon en anglais d'ailleurs. Mais les mathématiques et l'anglais, ajoutés au numérique aujourd'hui, sont les porteurs qui vont vous amener. Et je vais revenir dessus sur la deuxième partie. Il faut aussi, dans l'environnement toujours, favoriser l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas tout créer. Je le disais tout à l'heure. Si on doit, en 2030, l'horizon 2030, avoir 100 millions de jeunes à l'entrée du marché, l'État ne peut pas trouver du travail à tous ces gens-là. Il faut que l'État favorise l'entrepreneuriat, encourager les jeunes, les accompagner à pouvoir créer leurs entreprises, mais en donnant des formations complémentaires, en ouvrant des instituts d'entrepreneuriat, où l'élève, simplement, ou l'étudiant, puisse se former dans l'entrepreneuriat, puisse pousser vers vraiment la création d'entreprises et autres. Ou bien le professionnel, à partir d'un certain moment, arrête carrément d'être employé et veut simplement se lancer et continuer. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde doit penser à cela. Tous les élèves qui sont là, tous les étudiants qui sont là, et même les professionnels, à partir d'un certain moment, peut-être que vous allez dire, ok, j'arrête de me focaliser sur la sécurité. Tout travail, tout entrepreneuriat comporte du risque. Alors, ce n'est pas le même risque qu'à la loterie. À la loterie, vous mettez 1000 francs et vous espérez gagner quelque chose, mais vous avez un risque. Je vous apprends, je ne vous demande pas à aller faire de la loterie. Ça n'a pas de sens. Mais plutôt, investissez. Quand vous investissez, il y a un risque.
vous pouvez risquer de perdre tout. Vous pouvez risquer de vivre l'instabilité. Mais il vaut mieux être instable quand on est jeune que quand on est entouré de famille et qu'à la fin du mois, on n'a pas suffisamment pour pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde. Donc, osez l'entrepreneuriat. Mais, dans ce sens-là aussi, il faudra un entrepreneur se forme. Et je viendrai encore à la formation tout à l'heure. Dans un pays aussi, si on veut aller de l'avant, il faut qu'on arrive à mettre en place la culture du talent. C'est important. En Sadio Mané, combien de Sadio Mané ont raté leur vocation? De jeunes que nous connaissions, de moins jeunes, qui étaient vraiment des experts, des talents dans leur métier, mais qui n'ont jamais eu l'accompagnement qu'il faut. Ils étaient des talents, des sportifs, des artistes, etc. Mais ils n'ont pas suffisamment été accompagnés. Aujourd'hui, combien de gens ont connu le Brésil pour la première fois pour les talents sportifs, le football? Combien sommes-nous? Que si on nous parle du Brésil, on ne parle pas de l'agriculture, on ne parle de rien, on parle juste des footballeurs. L'impact que ces ambassadeurs du talent ont pour leur pays. Donc un pays se doit de se dire simplement, je dois faire la culture de ces talents-là, aller à la recherche de ces talents-là et les accompagner. Et ce n'est pas que l'État, y compris les mairies. Je me dis aujourd'hui, si la mairie de Diofior, par exemple, se disait, chaque année, je vais faire une journée municipale des talents. Tout talent vient. Ou bien quand je cible les talents en avant, je dis, ok, on a des talents dans le foot, j'invite des entrepreneurs, j'invite des coachs, des managers, pour qu'ils viennent découvrir ce talent inné. Parce que le talent ne permet pas aux jeunes de partir loin, il faut l'accompagner. Ce n'est pas parce que je suis bon dans la musique que je vais réussir. Combien de musiciens connaissons-nous qui pourtant avaient du talent, mais l'art qu'ils ont fait les a retardés parce qu'ils n'ont pas eu l'accompagnement qu'il fallait. Combien de sportifs nous avions en disant « Ah ouais, lui c'était le meilleur de sa génération. Quelle carrière a-t-il fait ?» Ça, c'est la responsabilité de l'État. Ça, c'est la responsabilité des communautés pour pouvoir accompagner ces gens-là. Alors, si je regarde ça, maintenant je viendrai à quelques facteurs professionnels. Certes, on peut se dire, la formation, l'école, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il y a une part de cette chose-là qui est en nous. Avons-nous accepté de travailler autour de l'orientation scolaire? L'adage dit souvent, l'orientation n'est pas une matière, mais il se travaille tout autant. Est-ce que quand j'étais en train de faire mes maths, l'anglais, l'histoire et autres, je prenais du temps pour dire qu'est-ce que je ferai après mon bac? Le bac n'est pas une fin en soi. Est-ce que je vais subir Campus L? Est-ce que je vais subir telle ou telle chose? Ou bien je vais dès à présent faire de sorte que, à la fin, je puisse obtenir ce que je veux. Il ne s'agit pas de faire tous les concours qui vont sortir, mais il faut se dire simplement, je cible telle et telle et telle chose. Voici mon plan A, voici mon plan B, voici mon plan C. Entre les vœux de cœur, les vœux de raison et les vœux de secours, on dit, voici ce que je veux réellement. Mais il ne faut pas être fou en ne se préparant pas un plan B. Même si les psychologues nous disent simplement, ne préparez peut-être pas un plan B parce que vous voulez réussir. Mais attention, il y a le vœu de cœur, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut. Il y a le vœu de raison, en disant, mes capacités actuelles, au moins me permettront de pouvoir réussir ici. Et en dernier lieu, il y a les vœux de secours. Quand je fais mes vœux sur Campus N ou autre, pareil. Mais bien avant Campus N, ce que je veux faire directement, même si je dois entrer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je veux faire réellement? Je le mets avec les 3 éléments que j'avais dit tout à l'heure. Je le veux, je le peux et c'est demandé. Au-delà de ça, si ça m'échappe, qu'est-ce qui est raisonnable à mon niveau? Je fais aussi mes vœux. Au-delà de ça, si jamais ça rate, qu'est-ce que je suis capable de faire? Mais en créant ce triptyque-là, on choisit la formation qui est adaptée à nous et on y va jusqu'au bout. Alors,
on choisit une formation aussi, il faut accepter d'être quelqu'un qui est curieux dans son domaine. Il ne faut pas être comme monsieur tout le monde. Parce que monsieur tout le monde ne trouvera pas un travail un mois après son diplôme. Il faut sortir du lot. Quand vous voulez sortir du lot, mais il faut être curieux. Vous êtes dans un domaine, au-delà de ce qui est fait à l'école, mais allez-y, formez-vous, continuez, découvrez. Le temps que vous passez sur TikTok. Non, c'est vrai. Vous ne passez pas du temps sur TikTok? Si. Pour certains, c'est des vidéos de 1 minute, 2 minutes. Finalement, on se retrouve pendant 1 heure de temps, pendant 2 heures de temps, à dormir à 3 heures du matin. Ah, on n'a pas vu le temps passer, etc. Est-ce que ça nous a été vraiment utile? Posez-vous la question. Vous êtes en train de vous construire. Ne vous détruisez pas. Et c'est comme de la drogue. C'est comme de la drogue. Les réseaux sociaux, les paris et tout ça, c'est comme de la drogue. Vous commencez, vous ne vous arrêtez pas. Premier mégot, deuxième, troisième, à partir d'un certain moment, l'envie nous prend, etc., etc. Ça nous détruit. Dites-vous qui vous voulez être. Vous n'êtes pas des suivants. On peut bien sûr aller s'inspirer de ce qu'ont fait les autres. Mais quand on veut nous inspirer d'un métier, il faut être clair, avoir une discipline personnelle. Une discipline que personne ne mettra à votre place. Vous dites simplement, je veux faire ça, c'est ça mon objectif. Alors, rien ne me perturbera sur le chemin. Je ne suis pas en train de dire que vous n'allez pas avoir des temps de divertissement. Mais à chacun de canaliser tout cela. En se disant, je veux me former, je veux devenir aujourd'hui un spécialiste de l'intelligence artificielle. Soit spécialiste technique, ou spécialiste du développement, ou des politiques, etc. Ou dans la médecine. Je vais être neurologue, je vais être pneumologue, je vais être tant, etc. Je dis, quels sont mes objectifs? C'est quoi le parcours que je dois entreprendre? Et là, je ne suis en train de copier personne. Je suis dans une classe où nous sommes 30, 50 ou 1200, mais je suis unique. J'ai mon objectif personnel. Je peux m'inspirer de tout un chacun, mais je ne suis là pour suivre qui que ce soit. J'ai mon objectif personnel qui peut entre-temps changer. Mais je continue sur cet élément-là. Et quand on parle de cette curiosité intellectuelle, il faut aller au fond des choses. Il y a un conférencier qui disait la fois dernière, si je veux devenir expert de quelque chose, je le serai. Et il expliquait un tout petit peu sa démarche. En disant, si je suis intéressé par telle thématique, je vais d'abord aller à sa découverte. Au-delà de la formation de base. Je vais aller à sa découverte. Je peux commencer par dire simplement, je vais écouter des conférences, des vidéos, les plus lues. Je m'intéresse seulement aux plus lus, à ceux qui ont plus de vues, parce qu'ils ont marqué sans doute un intérêt. Ils ont plus de j'aime, etc. J'en écoute, je note à peu près les éléments, je vais aller approfondir. Après cette période de découverte-là, je vais aller prendre des livres. Jeunes gens, la lecture. C'est quelque chose qui est capital. Vous ne pouvez pas devenir un expert alors que vous ne pouvez pas lire. Il y en a qui disaient tout à l'heure, père riche, père pauvre. Ce sont des livres qui ont transcendé des générations. Et il y a plein de livres qui ont pu passer des générations. À commencer par le livre de notre Saint-Coran, qui a peut-être fait plus de 1400 ans et qui est encore d'actualité. Mais d'autres livres, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la stratégie, que ce soit dans le leadership, ont fait 50 ans, 100 ans. Et qu'à chaque moment, on les a encore réimprimés. Et qui ont été imprimés sur 40 langues, etc. On choisit ces livres-là. On se cultive en lisant. Donnez-vous une discipline. Ce n'est pas facile de lire. Parfois, on peut lire, on est ennuyé. On met ce livre-là de l'autre côté, on prend un autre livre. Mettez-vous une discipline. Je ne vais pas vous dire torturez-vous en lisant. Non. Quand vous avez commencé une lecture, ce livre-là vous ennuie, vous prenez un autre livre, etc. Reprenez. Mais ne vous dites pas j'arrête. Non. Lisez quelque chose qui vous intéresse. Parce qu'une fois que vous êtes entraîné à la lecture, vous allez plus facilement lire plein de livres sans problème. Et après avoir lu, ça veut dire la deuxième étape, première étape découverte avec peut-être des vidéos les plus lues. Deuxième étape, on consolide avec de la lecture sur des thématiques qui sont axées sur ce domaine-là. Et la troisième, je vais plutôt aller écouter des experts.
J'entends qu'il y a un expert qui va arriver à tel endroit pour faire une conférence, mais j'y vais. Nos oustas ne me démentiront pas. Parfois, on entend que tel docteur doit faire une conférence de là-bas, ils vont se déplacer pour y aller. Ce n'est pas parce qu'ils sont enseignants ou ils sont oustas ou qu'ils sont imams qu'ils ne vont pas y aller. Ils disent non, il faut que j'y aille. C'est un expert reconnu dans la matière. Il faut que j'aille le rencontrer. Soit en cherchant des audiences. Vous savez que dans le monde, il y en a même qui achètent des heures. Il dit simplement, je suis prêt, je contacte tel spécialiste, je lui dis, je veux te payer 2 heures de temps de conversation. J'ai coché mes économies, je vous donne 100 000. Je veux juste qu'on discute pendant 2 heures de temps pour pouvoir m'améliorer sur la question. Et on discute. On discute, on discute, on discute, on discute. Comme ça me permet d'emmagasiner énormément de choses. Au lendemain, vous pensez que quand vous allez en entretien et que vous avez toutes ces informations-là, est-ce que le recruteur peut vous refuser? Mais non. Non. Mais vous n'allez pas vous dire simplement, ben, j'ai une opportunité, c'est le cousin qui m'a mis en relation, etc., etc. Vous allez en entretien, vous n'êtes pas pris. Non. J'ai le diplôme qu'il faut, etc. Vous allez en entretien, vous n'êtes pas pris. Il y a énormément d'éléments sur cette question-là. Donc, se former, pouvoir pousser pour devenir cet expert du domaine, pour pouvoir l'utiliser. Comment on entretient cette expertise-là, une fois que ces compétences-là acquises, dans la formation continue? Nos imams nous le disent, même si vous maîtrisez le Coran, vous allez continuer à lire, à réciter, à faire autre chose. Quand vous maîtrisez un domaine, que ce soit les mathématiques, l'informatique, il faut vous mettre à jour. Les informaticiens ne me contrediront pas. Un informaticien qui met 5 ans sans se mettre à jour, la technologie le devance. Il est derrière. Se mettre à jour. Allez expliquer aux autres ce que vous avez compris. Vous l'avez compris en classe. Vous saviez que quand vous aviez quelques éléments, quelques compétences en mathématiques, lorsque vous vous mettez à expliquer à votre camarade de classe ce que vous avez compris, généralement vous comprenez davantage. Donc ayez la générosité intellectuelle de partager. Parce que le partage de la connaissance, le partage des idées ne diminue pas nos connaissances, ne diminue pas nos idées. Si je me mets aujourd'hui à prendre peut-être un billet de 5 000 et le partager dans cette classe-là, à la fin, je vais avoir peut-être rentré avec des miettes. Mais si je prends une connaissance et je le partage avec vous, au contraire, ça diminue en rien ce que j'avais. Mais en plus de ça, je vais me nourrir, m'enrichir avec ce que vous allez me dire, les remarques que vous allez me dire. Donc le partage de la connaissance, on l'appelle souvent l'économie de la connaissance, c'est quelque chose aussi qu'il faut être généreux. Donner, donner. Parce que c'est comme ça que vous vous enrichissez. Dans ce sens-là. Une fois que vous avez identifié votre métier, vous avez fait la formation qu'il faut, et que vous avez terminé, il faut aussi aller à la recherche de cet emploi-là ou de l'entrepreneuriat. Si on part sur la recherche de cet emploi-là, vous avez un métier, vous avez un diplôme, vous êtes ingénieur, vous êtes technicien, vous êtes tout ce que vous voulez. Mais quand vous restez chez vous à attendre, vous n'aurez rien. Ça, il faut le savoir. La recherche du travail, il faut être actif. Une recherche active. Je suis intéressé par telle et telle chose, j'identifie les entreprises qui le font. Qu'ils aient ouvert un appel à candidature ou non, je vais faire une candidature spontanée pour y aller. Mais pour cela, il faut d'abord faire son CV. Et quand vous faites votre CV, ce n'est pas n'importe quoi vous mettez à l'intérieur. C'est important que dans vos associations-là, que vous mettez simplement à dire, mettons en place des CV. Et que vous convoquez quelqu'un qui est spécialiste dans ce domaine-là pour vous donner ses remarques. Ou bien simplement un employeur, un RH qui a fait énormément d'entretiens et qui vous dit, non, votre CV, ça passe pas. Ça, c'est à la poubelle. Ça, c'est à la poubelle. Et avec ces remarques-là, vous allez vous améliorer. C'est important. Vous pouvez trouver des tutoriels sur Internet, je ne dis pas le contraire. Mais quand vous avez l'accompagnement vivant, vous pouvez dire séminaire à l'ARD de Thiès. Vous prenez un DRH qui vient vous parler, d'amener leur CV. Il faut une première monture et qu'on sort.
Il vous donne les explications théoriques, pratiques et consorts, et vous comparez ce que son exposé avec ce que vous avez réellement fait. Et vous corrigez séance tenante. C'est quelque chose qui est important. Parfois, quelqu'un me contacte pour me dire bah, j'ai fini tel truc, etc. Si vous avez des opportunités. Je lui dis envoie-moi ton CV. Il met 1 semaine à m'envoyer le CV. Parce qu'il n'en avait pas. Qu'est-ce que vous voulez? Et parfois, il m'envoie un CV où il liste des trucs, des choses qui ne sont pas attirantes et qu'on sort. Qu'est-ce qu'on va en faire? Vous le balancez à quelqu'un, il regarde et va dire bon, ok, c'est un peu comme les milliers de CV que je reçois tous les jours. Okay. Et la référence, ok, ça ne passe pas. Il faut vous former dans ça. La rédaction, c'est quelque chose qui est indispensable. Peu importe vos compétences techniques, que vous soyez ingénieur, technicien ou économiste ou tout. Parfois, il nous arrive de recevoir les candidatures d'enseignants, pour la plupart, parce que je suis dans le secteur de l'enseignement. On reçoit, quand je vois dans votre lettre de motivation des fautes d'orthographe, même si vous postulez pour un poste de mathématiques, je ne vous prends pas. Très sincèrement. Des fautes de grammaire. Des répétitions à n'en plus finir. Même si vous postulez pour un prof de mathématiques, je ne vous prends pas. Parce que je me dis, c'est la moindre des choses. Il faut mettre du sérieux. Travailler cela, la rédaction, ne pas faire des fautes tout le temps, etc. C'est quelque chose qui est indispensable pour vous. Il y a l'anglais. Si vous voulez évoluer, de grâce, allez apprendre l'anglais. C'est comme avoir un téléphone. Vous ne pouvez pas aller quelque part, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas de téléphone, vous ne pouvez pas appeler la personne, etc. Et vous voulez y aller. Ce n'est pas possible. L'anglais est incontournable. Si aujourd'hui, imaginez-vous, dans les projets actuels de PASTEF, il y aura peut-être l'anglais généralisé à l'école primaire. Vous n'aviez pas eu cette chance-là. Nous n'avions pas eu cette chance-là. On a commencé ça en 6e. Imaginez, on arrive à un certain moment, on fait comme le Rwanda, qui est passé la langue officielle, c'était le français. À partir d'un certain moment, c'est devenu l'anglais. Ça veut dire que c'est la langue officielle. On se parle en anglais d'abord. Imaginez-vous, même nos doyens, qui ont déjà leur métier, et que dans 5 ans, dans 10 ans, la langue officielle devient l'anglais. À commencer par moi, si je ne me mets pas à jour, je diminue mes opportunités. C'est quelque chose qui est crucial. Et même si par hasard le Sénégal ne le faisait pas, aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, quand on était parti à Shanghai, il y avait 2 choses. Soit parler anglais, soit parler chinois. Parce qu'ils ne comprennent pas le français. Le Wolof, n'en parlons plus. Ah, blocage, on devait y passer 15 jours. 15 jours où tu dois parler soit anglais, soit chinois. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de dire un peu tes bêtises, tes fautes, etc., etc., etc. Des opportunités comme ça, il n'y en a plus à finir. Vous êtes 2 ingénieurs. Vous êtes employé dans une multinationale. Vous partez en mission. L'un est beaucoup plus qualifié que l'autre. Mais le deuxième maîtrise l'anglais. Chef de mission, le deuxième. Parce qu'il pourra comprendre les échanges avec les partenaires. Vous qui êtes disant, je suis très bon techniquement, je suis le meilleur ingénieur du Sénégal, malgré tout ça, vous allez être en mission et vous êtes le second, vous n'êtes pas chef de mission. C'est compliqué. Donc, l'anglais, vraiment, c'est quelque chose qui est important. La question du numérique, ça m'arrive des fois de me séparer avec un prof parce qu'il n'est pas numérique. J'en ai connu. Un prof, on doit faire juste les sujets de composition, il prend en photo le truc, il me l'envoie. Je dis, mais c'est quoi ce truc? C'est la dernière fois qu'on collabore. Très sincèrement. On arrête la collaboration. On finit l'année, bien sûr. Il n'y a plus de... Merci. On arrête la collaboration. Parfois, vous êtes avec un recruteur, il vous dit, ok, on se fait une conférence en ligne, un entretien en ligne. Vous arrivez, vous perturbez la réunion parce que vous ne savez même pas arrêter votre micro.
quand il le faut. Et qu'est-ce qu'il va se dire? Ben non, on finit l'entretien en toute courtoisie, mais celui-là, je ne le prends pas. Parce que demain, il va me foutre la main quand on sera avec des partenaires, où il y aura des enfants qui crient derrière, etc., et qui ne peuvent même pas arrêter. Et ces partenaires-là vont s'enfuir. Vous avez un document. Vous devez aujourd'hui travailler. Beaucoup de gens travaillent à distance. La Covid était là. Voilà. 2020, vous étiez encore très jeune. Mais vous avez compris ce qui s'est passé. Beaucoup d'écoles n'ont plus fonctionné. Les écoles qui ont pu fonctionner, c'est les écoles qui ont pu résister, passer à l'enseignement à distance. Mais ce n'est pas que les écoles. Beaucoup d'entreprises sont tombées en faillite parce qu'ils n'ont pas su donner un service à distance. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi parce qu'en tant que chef d'entreprise, quand on me dit, alors il y a des risques que le chiffre d'affaires, on perd 30% de notre chiffre d'affaires à la fin de l'année, la première chose que je me dis, il faut que je diminue les charges. Je diminue les charges en éliminant qui et qui. Les gens qui ne sauront pas s'adapter à cette nouvelle donne. Les gens qui ne pourront pas se réorienter. Et ce n'est pas une question de cousins, cousines, parents, etc. Non, c'est une question de survie. Soit l'entreprise survit, soit il meurt. Si je dis, j'enlève les étrangers en gardant mes parents autour de moi, mais quand l'entreprise va mourir, on va tous aller au chômage. J'aurais préféré libérer ceux qui ne sont pas vraiment aptes à pouvoir à être agiles dans cette question-là. L'autre question, c'est le travail en équipe. C'est quelque chose qui est important. Alors, vous l'apprenez ici. Beaucoup de travail en entreprise est un travail en équipe. Les gens ne travaillent pas en solo. On travaille en équipe. Même dans les écoles, si vous pensez qu'on travaille tous en solo, il y a des cellules, n'est-ce pas? Les sujets du bac, ce n'est pas une personne qui fait le sujet et puis tout le Sénégal le prend. C'est un travail en groupe. Respecter les délais. Donner un travail de qualité. Respecter le cahier de charge, etc. Tout est une chaîne de valeur dans laquelle il faut pouvoir donner ce dont on a besoin. Si aujourd'hui le travail d'équipe que les jeunes nous ont montré tout à l'heure, s'il y avait seulement un élément qui n'a pas su préparer les diapositives de son école de formation, mais ça va faire capoter tout le monde. Si on avait vu des fautes d'orthographe, par exemple, moi j'ai pas vu, dans certains trucs, mais ça va décrédibiliser tout le monde, y compris l'entreprise qui travaille. Donc pouvoir fournir un travail de qualité dans les délais et dans l'harmonisation. Si vous êtes dans le domaine de l'informatique, un projet informatique, c'est beaucoup une division, souvent des fonctions, souvent des procédures, souvent des modules entiers qui doivent être intégrés dans une application complète. Mais si vous ne faites pas votre boulot, l'application ne sortira jamais au temps déterminé. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Parfois, dans certaines entreprises, on vous dit entretien collectif. On vous met tous ensemble. On vous donne un travail. Et on regarde la réactivité de chacun. Comment les choses avancent. À la fin de la journée, on vous dit OK. On vous regarde exposer et tout ça. Mais le boss a déjà pris quelqu'un. Parce que ce qui l'intéresse, c'est le travail en équipe. Il a pris ça. Puis c'est... Autre élément, c'est la prise de parole en public. C'est extrêmement important. Entraînez-vous. D'abord, quand on commence pour la première fois, on tremble. On a le trac. On dépose le micro en cours, etc. C'est des choses qui arrivent. Mais partout, demandez à nos imams, la première fois qu'ils ont dû diriger une prière, et il y avait derrière eux leurs imams, leurs enseignants, etc. Quand on dirige des enfants, ça va. Mais la première fois qu'on dirige son père, la première fois qu'on dirige son oustaz, etc. Mais on tremble. Mais c'est un entraînement. Il faut s'entraîner. Quand on s'entraîne, on réussit. Quand on ne s'entraîne pas, on réussit. L'islam est là. La première fois que vous avez pris au micro. C'est compliqué. Mais au fur et à mesure, vous devez pouvoir travailler ce sens-là parce que c'est important. Vous êtes mathématicien, par exemple. 80% de la population ne savent pas du tout ce que vous faites. Y compris ceux qui vous recrutent. Ils ne savent pas du tout. Vous êtes dans une entreprise, etc. Voilà. Truc quantitatif, là, je l'entendais tout à l'heure, etc. Les gens ne connaissent absolument rien de ce que vous dites.
À quoi ça va servir? Donc, pouvoir adapter votre discours à votre public. C'est important. Vous ne le savez pas, c'est compliqué. Pouvoir rebondir sur les interpellations. Vous ne le faites pas, c'est très compliqué. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Alors, ça va être en ligne directe avec la confiance de soi. Ce qu'on disait. Ça se travaille. Je disais tout à l'heure, quand vous commencez à parler en public, la première fois, vous n'avez pas du tout confiance en vous. Vous dites simplement, je vais dire énormément de bêtises. Et plus l'assemblée monte en termes de personnalité, plus vous avez le trac. En disant, je suis devant des experts. C'est-à-dire, les erreurs que je pouvais camoufler devant des débutants et autres, je ne saurais pas le faire ici. Il faudra que je me réforme. Il faudra que je prenne confiance en m'entraînant. Mais demandez à vos jeunes qui ont soutenu leur licence, leur master, leur doctorat, etc. Est-ce qu'ils se sont levés un jour et sont partis devant un jury d'experts faire leur présentation? Non. Ils ont préparé, présenté, pour pouvoir se donner la confiance. Et c'est cette confiance-là qui peut vous pousser n'importe où. Il faut être ambitieux et il faut travailler sa confiance. C'est ça qui va vous amener encore plus loin. Alors, il y a de manière générale les soft skills. Aujourd'hui, on caricature en disant, quand vous partez en France, on vous dit quel diplôme vous avez, quelle école vous a formé. Quand vous allez aux États-Unis, on vous dit qu'est-ce que vous savez faire. Et quand vous venez au Sénégal, on vous dit qui vous a envoyé. Ok, c'est peut-être caricatural. Ça veut dire que les 3 compétences peuvent nous faire entrer dans une entreprise. On peut entrer dans une entreprise parce que je suis le cousin d'eux, je suis le fils d'eux, c'est ça, au Sénégal. Je peux entrer dans une entreprise parce que je suis diplômé de telle école, j'ai tel diplôme, etc. Mais généralement, ce qui vous maintient dans une entreprise, c'est votre savoir-être, votre soft skill. Si vous êtes quelqu'un qui a un diplôme, vous arrivez, mais vous êtes vraiment quelqu'un d'énervé. Vous arrivez, vous disputez avec la personne, etc. et vous ne maîtrisez pas votre langage, etc. Mais est-ce que ce spectacle, le chef d'entreprise a besoin de le voir tout le temps dans son entreprise? Non. Vous êtes entré dans l'entreprise, mais vous allez y sortir. Vous allez en sortir. Et si on parle d'employabilité, c'est 2 choses. Avoir la possibilité d'accéder, mais aussi de garder. Parce que ce n'est pas simplement accéder à un emploi, il faut aussi savoir le garder. Vous allez quelque part où l'entreprise a besoin de faire une bonne image. Vous dites, c'est pas grave, moi je veux garder mon image traditionnelle. Je m'en fous de l'image que veut incarner l'entreprise. Alors qu'une entreprise, c'est d'abord son image, c'est d'abord son prestige. Si le chef vous dit, mettez-vous tous en costume cravate, mettez-vous en costume cravate, même si c'est la première fois que tu le fais. Parce que c'est l'image de l'entreprise que vous représentez. À partir d'un certain moment, il ne vous envoie plus. Portez des chaussures fermées, vous dites, oh d'accord, bon, c'est pas grave, je suis toujours fatigué avec ces chaussures fermées-là. De toute façon, j'adore les locks, etc. Mais à partir d'un certain moment, vous n'êtes plus votre image. Vous êtes l'image de votre entreprise. Quand le boss vient, il veut faire la promotion de quelques-uns, mais il ne fera pas la promotion de ceux qui, en termes d'accoutrement, en termes d'expression, qui confondent les le et les là, etc. Parfois, on croise des gens, ils me disent, ah oui, si cette personne était responsable de votre entreprise, vous êtes foutu. Vous perdrez le marché. Ou en disant simplement, si telle personne était votre mère, vous êtes foutu. Mais tout ça, ça arrive. Hein? Ce n'est pas que des compétences techniques, savoir-faire, mais savoir parler, savoir se présenter, etc. Vous allez à un entretien, le boss commence à parler, votre téléphone sonne. Ah, excusez-moi, vous arrêtez, 1 minute après, votre téléphone sonne encore. Mais il va arrêter l'entretien. Ou bien, s'il a la courtoisie de continuer, il ne vous prend pas. Je l'ai déjà fait moi-même. Quelqu'un, son portable sonne 2-3 fois en entretien, on ne l'a pas pris. J'ai dit, c'est le moindre respect que vous doit avoir. Première chose, ça peut être un accident. Mais après, c'est une habitude.
Vous n'arrivez pas en entretien, écouteur là-dessus, etc. Ah, excusez-moi, Non. C'est le savoir-être. Et ça, on ne vous l'apprend pas toujours à l'école. Peut-être qu'il y a quelques écoles qui l'apprennent. Les écoles de commerce, souvent, voilà, mettent ça en avant. Mais pas toutes les écoles. Donc, à vous d'apprendre comment vous allez être, comment vous pouvez vous représenter dans cette chose-là. Alors, développez vos compétences en vous engageant. Engagez-vous. L'engagement que vous faites au niveau de l'association, par exemple, l'ARD aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important. Vous avez appris la finance, etc. Donnez-vous une première expérience. Parce qu'on parlait tout à l'heure, l'expérience des jeunes. Oui, malheureusement, c'est le cas. On veut faire confiance à un jeune, on se pose la question, est-ce que je peux me permettre, au stade où nous sommes de l'entreprise, de prendre plusieurs mois à former quelqu'un qui n'a pas d'expérience du tout. Parfois, on dit 5 ans d'expérience. Le jeune n'a pas 5 ans d'expérience. Il veut y aller. Mais qu'est-ce que vous lui proposez? C'est quelque chose donc qui est important. L'expérience, la première expérience, vous pouvez la gagner en vous formant bénévolement. Vous êtes dans l'association. Il faut que je m'interrompe. C'est bon? Vous êtes dans l'entreprise. Vous devez continuer à travailler ces choses-là. Vous êtes dans l'association. La capacité managériale que vous faites, le travail de groupe que vous allez faire, l'investissement humain que vous allez faire, le dépassement de soi, le don de soi, etc. Ce que vous faites de manière volontaire. On a fait une réunion, je prends le compte rendu. Vous savez que dans certaines entreprises, quand vous êtes au stagiaire, la première chose qu'ils vont vous dire, prenez le compte rendu. Pour savoir comment vous faites un compte rendu. Si c'est la première fois que vous faites un compte rendu, un PV ou autre, mais tout de suite votre boss va voir ce qu'il en est. Et parfois, ça handicape beaucoup de stagiaires. Vous arrivez à réunion, tac, 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 ah bon, fais le compte rendu. Parfois, ils vous demandent de faire le compte rendu, mais en réalité, ils l'ont demandé déjà à quelqu'un d'autre. Si vous faites un travail qui n'a pas de sens du tout, ils vont prendre l'autre compte rendu, ils vont avancer. Ils ne vont pas être en retard. Mais ils vont juste vous voir à l'œuvre. Quand vous engagez dans une association et que vous faites des comptes rendus, c'est un travail fastidieux, mais c'est un apprentissage. C'est une expérience que vous devez pouvoir avoir. Alors, quand vous voulez devenir enseignant, l'association de l'ARD fait des cours de vacances, etc. Mais engagez-vous. Regardez, est-ce que ça vous plaît? Apprenez. C'est important cet engagement associatif pour vous former dans beaucoup de secteurs. Il y a aussi l'engagement syndical pour certains. Je me bats, je fais des revendications, etc. Parce que derrière, ça me forme à comprendre ce qui se passe. L'engagement politique, etc., etc. On apprend beaucoup dans cette vie associative volontaire. Le patron de Facebook, il est arrivé là parce qu'il a commencé à faire quoi? Une plateforme de réseau entre alumni de Harvard. En disant, on va tous pouvoir communiquer, rester connectés après notre diplôme. Il a commencé par ça. C'était un engagement volontaire. Nous sommes tous là, on a fini notre diplôme aujourd'hui, on va tous partir. Ben, j'ai fait une plateforme, un groupe, pour qu'on puisse s'entendre. Et c'est de là que c'est venu Facebook, qui est devenu son entreprise aujourd'hui. C'est parti donc d'un engagement volontaire, de vouloir servir son association, ses copains. Aujourd'hui, il ne regrette pas. Combien sont-ils dans ce sens-là? Alors, si on a un métier et qu'on veut continuer à monter en compétences, il faut accepter de se faire une formation continue. Chacun d'entre vous doit avoir un plan de formation. Combien d'enseignants ont fini par exemple au ministère, entre guillemets? Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils faisaient bien les mathématiques qu'ils sont finis là-bas? Non. Ils ont dû apprendre des compétences complémentaires. Certains sont partis faire du droit, d'autres sont partis faire de la finance publique, d'autres sont partis faire tel ou tel, du management, etc. Pour avoir des compétences complémentaires et pour pouvoir monter en compétences parce qu'ils ciblent autre chose dans le secteur. Sur la partie de l'entrepreneuriat,
On n'est pas tous nés employés, malgré le fait que l'école de Jules Ferry, de manière générale, comme on l'appelle, formait des employés. Et on a hérité de cette école coloniale. On doit former des gens capables de faire le travail que l'État attend, le travail que les entreprises attendent, etc. C'est des choses qui arrivent. Mais c'est un passage. Il faut se former dans ça, uniformiser tout et consort. Il y a les écoles non formelles qui ont pu produire des experts. On parlait de beaucoup de gens, le gars de Alibaba. Il dit qu'il a créé Alibaba après avoir fait plus de 10 échecs. Chaque concours, il échoue. À chaque truc, il échoue. Il part en entretien, il ne réussit pas, etc. Il dit, mais moi, je suis presque... je ne vaux rien. Mais qu'est-ce que je vais faire? Il vient, il identifie un besoin de la société, il dit, ok, ce que je vais faire, c'est de pouvoir seulement être un courtier. Vous voulez acheter en ligne? Je ne suis ni vendeur, ni l'acheteur, mais je vais vous permettre, je vais faire le tchac-tchac, entre guillemets, d'aujourd'hui. Je vais mettre en relation les gens. Le rôle du tchac-tchac aujourd'hui. Je vous fais la livraison. Aujourd'hui, Alibaba, c'est la plus grande plateforme du monde de livraison. Pourtant, ils n'ont pas de magasin. Mais on peut acheter tout dans leur plateforme. Des ordinateurs, des téléphones, tout. On peut tout acheter à Alibaba. Parce qu'il est arrivé à interconnecter des vendeurs et des acheteurs dans une plateforme informatique. Alors, il faut, quand on veut entreprendre, il faut bien choisir son secteur. Dans ce choix de secteur-là, ne prenez pas le secteur que tout le monde a choisi. Attention, ça peut marcher. Ça peut être un secteur presque en pré-saturation. Vous entrez là-dedans, vous faites tout ce que vous voulez, c'est saturé. Beaucoup d'entrepreneurs tombent dans ce piège-là. D'accord? Ah, mon ami a fait un tchac-tchac, ça marche. Il m'a dit qu'il pouvait gagner 15 000 par jour. Hop, on se lance tous. Mais bientôt, ça sera saturé. C'est des entrepreneurs. Ils travaillent à la sueur de leur journée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un salaire fixe, etc., etc. Mon ami a fait un poulailler. Ah, ça fait 6 mois, il commence à... Nous nous lançons tous là-dedans. Est-ce que ça va continuer à marcher? Parfois, il faut aller voir à la marche ce qui va venir. Et savoir se réinventer dans ce secteur-là. Savoir devenir expert, créer une chaîne de valeur, etc. La chaîne du poulet a été commencée sans doute. Le patron de Sedima le disait, il a commencé à 60 000, c'est ça? 60 000 ou 50 000, je ne sais plus trop. Mais en se disant, j'ai cet objectif-là, je vais y aller. Mais quand tout le monde sera dans ce secteur-là, mais je serai le fournisseur. Je me mets dans la chaîne. Je sais que je vais inspirer des gens qui vont suivre le même domaine que moi. Et quand ils seront tous là, ça sera saturé et je n'arriverai plus à gagner de l'argent. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier les choses. Il y avait un documentaire la fois dernière, c'est un franco-allemand qui le faisait. Il est revenu au Sénégal pour faire de l'élevage. Il est parti chez ses parents Peul. Il a voulu faire de l'élevage. Il a vu que presque tout le monde était éleveur. Il dit, mais est-ce que je suis venu faire de l'élevage comme ces gens-là? Et je serai pris comme cible quand je vais commencer mon élevage avec mes méthodes. Ils vont peut-être aller sur le marabout en disant qu'il échoue. Alors il est venu en disant, je vais juste faire un benchmark, je pars chez chacun, je me présente, etc. Il leur dit, moi je ne suis pas dans l'élevage, mais je vais vous accompagner. Qu'est-ce que je vais faire? Vous, qu'est-ce que vous gagnez? Il dit, ouais, non, moi j'ai 100 vaches, j'ai trucs, etc. Je vends le lait et consorts, j'ai ça. Ah, vous êtes intéressé par le lait. Et le travail n'est pas fatigant. Oui. On va faire une chose. Je vais vous donner des vaches laitières. Et vous allez produire du lait. Il dit, ouais, mais ok, d'accord, mais quand je produis le lait, vous avez dit que je pourrais faire 100 litres de lait, mais qu'est-ce que je vais en faire 100 litres de lait? Ici, presque tout le monde est éleveur. Je vais vendre un peu et puis le reste, ça va rester là. Il a dit, je suis un acheteur de lait.
Vous faites le lait que vous voulez, je vais acheter. Mais je n'ai pas de quoi investir. Je vais vous donner les vaches. Et en contrepartie, vous me donnez vos vaches. Il vient et dit, ok, vous avez quoi? Énormément de vaches, vous me donnez 5 vaches ordinaires, je vous donne une vache laitière, par exemple. Le gars fait la même chose, lui donne 5 vaches, bon, il n'en veut pas. Il prend une vache laitière. Il voit que cette vache-là lui produit 20 litres par jour. Il commence à dire, mais et si je transformais tout mon troupeau en vache laitière? Et puisque le gars est prêt à acheter tout mon lait en plus. Du coup, le gars se dit, j'achète votre lait, je vous amène les vaches et consorts. Je ne suis pas votre concurrent, mais je suis votre partenaire. Et je vous insère correctement dans la chaîne. Il les met à l'intérieur, il prend le lait, il ronde, il prend tout le lait, il crée une usine de transformation de lait. Il va faire du yaourt, il va faire du lait caillé, il va faire tout ce qu'il y a, mais il collabore avec ceux qui sont au niveau local. Les gens, en termes d'expertise, ne peuvent pas arriver à son niveau. Mais il les a mis dans la chaîne, il ne les a pas transformés en employés en leur disant, voilà, vous allez tous tomber faillite et vous allez venir courir, devenir employés chez moi. Non, vous allez avoir vos entreprises, mais on va faire une sous-traitance dans la chaîne. Et comme ça, il a pu transformer beaucoup d'éleveurs traditionnels en d'éleveurs en vaches laitières. Des gens qui pouvaient, à la fin du mois, se retrouver avec beaucoup d'argent, ce qu'ils ne pouvaient pas avant. D'accord? Lui, il récupère tout ça, il produit des trucs, et il fait la commercialisation un peu partout dans le Sénégal. Il ne s'est pas inséré. S'il venait pour concurrencer ceux qui sont au niveau local, ça ne marcherait pas. Dans tout secteur, il y a toujours un sous-secteur d'expertise. Quand vous avez la chance d'avoir été à l'école, vous avez la chance de pouvoir découvrir avant les autres ces sous-secteurs porteurs. En faisant le bench de ce qui se fait de mieux dans ce monde-là, heureusement avec Internet, beaucoup de choses est déjà disponible. En ayant vous formé là où il faut, pour chaque élément, parce que vous ne devrez pas être des gens qui improvisent dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat improvisé vous mène à l'échec. Il faut vous former. Prendre des risques, c'est vrai, mais il faudra bien se former. Parfois, on peut dire, personne ne pense à ça, mais je vais y aller. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on est tous des spectateurs. Mais il va nous remettre tous à notre place. Tous, sans exception. Que vous soyez enseignant, que vous soyez musicien, que vous soyez tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, je pouvais préparer cette conférence-là avec l'intelligence artificielle. Je viens, je lui dis, on m'a demandé de faire cette thématique-là. Propose-moi un plan, des diapositives et tout. Et il va me le faire en rien de temps. Il peut me le faire en quelques secondes. En me donnant les diapos qu'il faut présenter. Et que je viens ici, je ressemble à l'expert qui vous fait des diapos, tic, 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 alors que je ne l'ai rien fait. C'est l'intelligence artificielle qui le fait. Sommes-nous conscients de cela? Je suis enseignant, j'introduis une notion en classe. On élève à la curiosité de dire, je veux une bonne introduction de telle notion. Mais il aura une introduction meilleure que la mienne. Bon, meilleure entre guillemets. Quand je suis expert, je peux toujours voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon dans ce que je suis, ce qu'on m'a proposé. Parce que l'intelligence artificielle non plus, entre guillemets, il n'est pas intelligent. Ce n'est pas de l'intelligence en réalité. Il part de la réalité qu'il connaît, etc. De ce qu'il existe déjà. Parfois, il peut avoir des erreurs. Voilà, je pense en tout cas avoir parlé un certain nombre de choses sur ces éléments-là, que ce soit l'environnement, les facteurs environnementaux qu'on peut avoir, que ce soit ce que l'État peut faire, ce que les formateurs peuvent faire, ce que l'école peut faire, etc., ce que les entreprises peuvent faire, les facteurs personnels, vous, comment vous vous préparez à cet emploi-là, comment vous vous préparez à cet entrepreneuriat-là et quels sont les éléments que vous devez mettre en termes d'entrepreneuriat. Je ne veux pas être trop long, je l'ai déjà été. Mais comme nous avons des doyens ici qui peuvent en dire beaucoup plus que moi, ce serait important de les écouter. Et je sais aussi, vous, peut-être mes propos ont inspiré plus d'un.
qui pourront aussi rebondir et raconter leur propre expérience, leurs anecdotes, etc. Et tous ceux qui avaient dit aussi, on va laisser le conférencier dire s'il y a des mots ou des éléments que je n'ai pas abordés, et ce qui est vraiment le cas aussi, il y a énormément de choses à dire, n'hésitez pas à compléter cette conférence-là, à améliorer pour que nous sortons tous de cette salle-là, grandis. Nous sortons tous, chacun va rentrer avec ne serait-ce qu'un petit plus pour pouvoir encore se booster, soit dans sa carrière, dans sa recherche d'emploi ou bien dans ses opportunités d'entrepreneuriat. Je vous remercie.